Bonjour chère étudiante, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette nouvelle conférence, je voudrais vous dire qu'il correspond à la séance du lundi 6 avril 2020. Je répète, lundi 6 avril 2020. Cette conférence est adressée aux étudiants de la première année droit, semestre 2, module théorie générale des obligations. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu lors de la séance dernière, qui était en virtuel aussi, et dans laquelle on avait commencé un chapitre très important relatif à la classification des contrats. Et comme vous le savez, vu que le contrat est le seul outil juridique qui permet l'échange des biens et des services, donc il est pratiquement impossible d'étudier contrat par contrat, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est procéder à leur classification par groupe, étant donné que chaque groupe d'obligations est soumis ou sera soumis au même régime juridique. Alors déjà, pour commencer ce chapitre, j'avais commencé par une classification que je considère moi personnellement d'une importance considérable. Pourquoi? Parce qu'ils classent les contrats d'après leur mode de formation ou leur mode de conclusion. Et vous savez que la formation d'un contrat ou la conclusion d'un contrat est une étape importante ou capitale dans la vie d'un contrat. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la formation d'un contrat ou de sa conclusion que les parties deviennent définitivement liées. Et il est très difficile pour l'une ou l'autre de rétracter le contrat, sous peine de paiement de dommages-intérêts. C'est la raison pour laquelle cette classification mérite qu'on commence avec, étant donné qu'il produit des conséquences juridiques très importantes. Alors, quand on classe les contrats d'après leur mode de formation, on distingue les contrats consensuels et les contrats non consensuels, dans un premier point, ou dans un premier lieu. Dans un deuxième lieu, on va distinguer le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Tout ça concerne le mode de formation. S'agissant du premier aspect de la classification, du premier volet, si vous voulez, de la classification, distinction entre les contrats consensuels et les contrats non consensuels. Alors, pour les contrats consensuels, on a dit la séance dernière que ce sont des contrats qui sont conclus par un simple échange du consentement des parties. Il suffit que l'une des parties manifeste sa volonté pour vendre, pour louer, pour acheter, et l'autre accepte, le contrat est conclu. On n'a pas besoin de quoi que ce soit comme formalité. C'est un contrat consensuel. Et je vous ai dit que aujourd'hui, en droit marocain, comme dans la majorité des systèmes juridiques, le principe aujourd'hui reste le consensualisme. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons. Notamment, garantir la flexibilité dans la conclusion du contrat, ou la souplesse, et surtout la rapidité. Notamment les contrats d'affaires que je considère moi personnellement comme la clé de développement économique d'un pays. C'est pourquoi au Maroc, aujourd'hui, le principe reste le consensualisme. Et l'exception reste ou demeure le formalisme. Shklia. Et pour vous présenter
les contrats non consensuels au Maroc, je vous ai dit que le droit marocain, notamment notre dahir des obligations et contrats, adopte deux types de formalisme. Il y a le formalisme direct et le formalisme indirect. Alors pour le formalisme direct, on a beau parler la séance dernière et on a dit qu'il y a certains contrats pour lesquels la loi exige un acte authentique ou sous seing privé. Et je donnais des cas concrets et aussi les articles qui prévoient cette exigence des actes authentiques et les situations dans lesquelles la loi exige des actes sous seing privé. العقود الرسمية ou العقود العرفية. Deuxième aspect du formalisme direct, on a parlé, c'est là où, avec ça, j'ai terminé ma séance, les contrats réels. C'est-à-dire des contrats dans lesquels la loi exige, au-delà du consentement des parties, la remise de la chose objet du contrat. Et je vous ai donné pas mal d'exemples à travers le DOC, notamment en matière de dépôt, en matière de prêt à l'usage, en matière de gage, etc. Donc voilà un rappel de ce qu'on appelle le formalisme direct qu'on a vu lors de la troisième séance qui a précédé celle-ci et qui était en virtuel comme aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il alors du formalisme indirect? Le formalisme indirect. Parfois, la loi impose une forme particulière sans en faire expressément ou implicitement une condition de validité du contrat. Une condition de validité du contrat. L'observation de la forme prescrite par la loi n'invalide pas le contrat. Mais je dirais, on limite l'efficacité. C'est-à-dire que les effets du contrat ne seront pas les mêmes que si la formalité omise avait été observée. C'est pourquoi je dois vous dire que la fonction de ce formalisme indirect est variable et peut concerner soit la preuve du contrat, soit sa publicité, la publicité du contrat, comme on va voir tout à l'heure. Donc, au niveau du plan de votre cours, on va traiter un petit a ou un grand A, formalisme à fin de preuve. شكلية الإثبات. Formalisme à fin de preuve. Et pour certains contrats, la loi exige, je dirais, ou impose un mode de preuve déterminé. Et là, à titre d'exemple, je vais me référer à l'article 443, que je trouve, moi, très important dans le domaine de notre dahir des obligations au contrat. Donc l'article 443 nous dit: les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier et ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de 10 000 dirhams ne peuvent être prouvés par témoin. Il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique.
Cet article appelle beaucoup d'observations, beaucoup de remarques. Première remarque, je vous ai déjà dit dans mes cours, je pense en présentiel ou même en virtuel, je vous ai dit que notre DOC, d'ailleurs des obligations contrat, est un code qui a été rédigé en 1913, qui a été fait en 1913. Donc il a plus d'un siècle d'application. Chose qui est normale parce que les codes civils dans tout le pays du monde, c'est une tradition que ces codes soient anciens. D'ailleurs, en France, l'actuel code civil qui est applicable, c'est un code qui date de 1804, qu'on appelle le code de Napoléon. Donc au Maroc, notre code de 1913, j'ai dit, il est toujours en vigueur jusqu'à nos jours, et c'est un code qui n'a pas connu de grandes modifications. Je dirais des modifications, comme je l'avais dit, des modifications superficielles. Et pourquoi j'ai évoqué ce point? Pour vous dire que parmi ces modifications, l'article 443 a été modifié doublement. Première modification, c'est que dans l'ancienne rédaction de cet article, le montant que la loi exigeait n'était pas 10 000 dirhams, c'était 250 dirhams. Et après la modification, c'est devenu 10 000 dirhams. Deuxième modification qu'a connue cet article, c'est que l'article a inséré la possibilité de prouver par des contrats échangés par voie électronique. Et ça, c'est le retombé, je dirais, c'est la conséquence d'une fameuse loi qui s'appelle la loi 5305. La loi 5305 sur l'échange des données juridiques électroniques. Et cette loi, dans son article premier, dispose que les dispositions de la présente loi fixent le régime juridique applicable aux échanges des données juridiques par voie électronique à l'équivalence des documents établis sur papier. À l'équivalence des documents établis sur papier. Cette loi, il est entrée en vigueur au Maroc le 30 septembre 2007. Et donc, c'est une loi qui va permettre l'utilisation de la preuve par échange des données juridiques par voie électronique pratiquement dans tous les domaines. La loi d'ailleurs n'exclut que deux domaines où la preuve par support électronique n'est pas possible encore au Maroc. C'est le droit de la famille et en matière de sûreté. On ne peut pas prouver avec les échanges de données électroniques qu'il s'agit de sûreté réelle, d'amanat al-ainiya, ou de sûreté personnelle, d'amanat shakhsiya. Et droit de la famille aussi, comme je l'ai dit. Donc là, il y a deux domaines qui sont exclus de l'application de la loi 5305 sur les échanges de données juridiques échangées par voie électronique. Donc, le tout, on peut l'appeler aujourd'hui, à travers ce que nous dit l'article 443, c'est une sorte de preuve littérale. Certes, on ne peut prouver un contrat qui n'est pas écrit par témoignage, parce que la loi le dit, ou par présomption non plus. Mais, ça c'est mon point de vue personnel, il peut être prouvé par l'aveu, la séraphe, ou le serment décisoire. Ces preuves sont cependant aléatoires et mettent le créancier à la merci du débiteur. De telle sorte qu'on aboutit pratiquement presque au même résultat que si le contrat n'avait pas été valable. La règle de la preuve littérale, comme je viens de dire,
et donc très sévère. C'est pourquoi notre droit, le DOC lui-même, lui a apporté, je dirais, un certain nombre d'exceptions. Je dirais même des tempéraments. Et là, je vous renvoie, par exemple, un exemple où l'exigence de l'écrit est écartée en droit commercial. Et là, je vous renvoie à l'article 448 du DOC, alinéa 2. L'article 448, alinéa 2 du DOC. Ou lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. Ça aussi, c'est une exception. Et là, je vous renvoie à l'article 447 du DOC. Ou, troisième cas, en cas d'impossibilité d'établir un écrit. En cas d'impossibilité d'établir un écrit. Et là, je vous renvoie à l'article 448 toujours, alinéa 2. En tout cas, la preuve littérale ne s'impose qu'aux parties. Ne s'impose qu'aux parties. Les tiers, au regard desquels le contrat revêt le caractère d'un fait juridique et non d'un acte juridique, peuvent en rapporter la preuve par tous les moyens de preuve qu'on a vu déjà ensemble, qui sont en nombre de 7. Je peux vous les rappeler: l'aveu, la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par présomption, la preuve par serment, la preuve par EDI, échange de données électroniques, et la preuve par expertise. Quoi qu'il en soit, l'écrit authentique ou sous seing privé doit réunir un certain nombre de conditions que la loi a prévues, que la loi a délimitées, que la loi a précisées pour produire, je dirais, ces pleins effets juridiques. Sinon, même quand les contractants font un écrit qui ne respecte pas les conditions requises ou exigées par la loi, c'est un écrit qui ne sera pas valable. Voilà ce qu'on peut dire sur le premier aspect du formalisme indirect. Maintenant, le deuxième aspect de ce formalisme indirect, c'est le formalisme à fin de publicité. Le premier était le formalisme à fin de preuve, qu'on vient de terminer. Maintenant, formalisme à fin de publicité. Publicité. Ce formalisme est imposé non pas dans l'intérêt des contractants eux-mêmes, mais dans l'intérêt des tiers. Vous savez, dans un contrat, il y a les parties elles-mêmes et des tiers, des personnes étrangères au contrat. Mais ces tiers sont parfois concernés par un contrat qui vient d'être conclu, malgré qu'ils ne sont pas partis. Et la loi, au Maroc, comme partout dans le monde, a imposé la publicité de certains contrats. Le contrat est fort conclu, doit être publié dans un journal spécialisé qu'on appelle les journaux d'annonce légale, ou parfois même le bulletin officiel. Pourquoi? Pour permettre à ces tiers, à ces personnes étrangères au contrat, d'être premièrement informés, deuxièmement de se protéger. Se protéger comment? En s'opposant à ce contrat. Pourquoi? Parce que avec ce contrat, ils ont un lien qui peut être sûrement une créance. Imaginez,
C'est un exemple sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Quelqu'un qui vend son fonds de commerce. Il le vend à un acheteur. Et ce fonds de commerce, il est hyper grevé par des dettes. Des fournisseurs qui sont créanciers, les banques, l'État, des impôts, des administrations, les clients. Comment ces gens-là vont le savoir si cette vente n'a pas été publiée ou ne va pas être publiée? Donc, c'est pourquoi cette publicité imposée par la loi a pour objectif de protéger ces gens-là et de leur permettre de s'opposer à tel acte juridique. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas informés, ça va leur porter un grave préjudice. C'est pourquoi j'ai dit l'inobservation de ce formalisme de publicité est sans conséquence sur la validité du contrat. Celui-ci produit tous ses effets entre les parties. C'est à l'égard des tiers que le contrat sera privé d'effet. Les tiers peuvent se comporter comme si le contrat pour lequel la formalité afin de publicité n'a pas été respectée n'avait pas été conclu. J'ai dit, les tiers peuvent se comporter comme si le contrat n'avait pas été conclu. On dit que le contrat leur est inopposable. لا يجوز أن يعتد بهذا العقد في مواجهة الأغيار. لا يجوز أن يعتد بهذا العقد في مواجهة الأغيار. Les tiers peuvent donc, j'ai dit, se comporter comme si le contrat n'avait pas été conclu. C'est pourquoi on dit qu'il est inopposable aux tiers. Les hypothèses dans lesquelles la loi impose une formalité à fin de publicité sont, je dirais, nombreuses et tendent à se multiplier. Et je viens de dire les raisons. Protéger ces gens-là qui ne sont même pas au courant du contrat. Alors, par exemple, la vente et le nantissement du fonds de commerce. La vente et le nantissement du fonds de commerce. La loi marocaine impose que pour ces contrats-là, il impose de publier l'acte de vente dans un journal d'annonce légale avec le respect d'une durée qui va permettre aux tiers de faire des oppositions, une période qui peut être même renouvelable. La même chose pour la constitution d'une société commerciale. La constitution d'une société commerciale, une société une fois constituée, il doit obligatoirement faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonce légale ou au bulletin officiel pour permettre à des tiers qui peuvent, pour une raison ou une autre, s'opposer à la constitution de sa société. Pourquoi? Parce que soit la société n'est pas faisable juridiquement, ou n'est pas faisable concrètement. Il y a un problème, je dirais, le fait qu'un associé a apporté un bien litigieux comme apport à la société. Et là, on sait très bien en droit de société que l'apporteur d'un bien à la société doit garantir deux choses. Il doit garantir les vices cachés, il doit aussi garantir l'éviction. Le bien ne doit pas être litigieux. Voilà ce qu'on peut dire sur le formalisme indirect, ou le deuxième aspect du formalisme indirect, à savoir le formalisme à fin de publicité. Donc, si on veut récapituler, le formalisme à fin de preuve,
et le formalisme à fin de publicité, tous les deux constituent un formalisme indirect en droit marocain des contrats. Et comme ça, je termine cette première distinction entre le contrat le contrat consensuel et le contrat non consensuel. Et j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le premier volet de la classification des contrats d'après leur mode de formation. Le deuxième volet de la classification des contrats d'après leur mode de formation oppose les contrats de gré à gré au contrat d'adhésion. Le contrat de gré à gré au contrat d'adhésion. عقود المساومة وعقود الإذعان. Donc le contrat de gré à gré, عقود مساومة, le contrat d'adhésion, عقود الإذعان. Alors avant de commencer de vous expliquer cette distinction entre ces deux contrats, je dois vous dire que la place peut-être notre DOC pour la classification qu'on vient de déterminer entre les contrats consensuels et le contrat non consensuel, le DOC n'a pas, je dirais, traité d'une manière directe cette classification, mais on l'a vu que dans plusieurs dispositions qu'on a vues ensemble, le code se réfère au contrat consensuel et au contrat formel. En revanche, je dois vous dire que le DOC ignore la distinction des contrats de gré à gré et des contrats d'adhésion. Donc, c'est pourquoi, pour vous expliquer cette distinction, on va procéder d'abord à l'exposer la distinction entre les contrats de gré à gré et le contrat d'adhésion. Après, nous verrons ensemble l'intérêt de cette distinction. Alors, s'agissant de l'exposer la distinction, je dois vous dire que, en principe, le contrat suppose l'accord des parties. Un accord des parties, donc la discussion, ou tout au moins la possibilité de discussion des différents éléments du contrat. C'est ce qu'on appelle la phase de négociation ou la phase des pourparlers, qui est très importante pour conclure un contrat. Et Dieu sait que cette phase, parfois, dure dans le temps, notamment lorsque le contrat est un contrat complexe ou lorsque le contrat est un contrat dont l'exécution va durer dans le temps. C'est ce qu'on appelle, en droit des contrats, les contrats successifs, le uqud zamaniya. En fait, la conclusion des contrats, dans la pratique, surtout dans les contrats instantanés, le uqud fawriya, n'est pas toujours précédée d'une négociation. Il arrive souvent que l'un des contractants soit privé de toute possibilité réelle de débattre les clauses du contrat, et en fin de compte, il se borne à adhérer au contrat proposé par son partenaire. C'est pourquoi l'on distingue les contrats de gré à gré, des contrats d'adhésion. Les premiers, c'est-à-dire le contrat de gré à gré, sont ceux où les parties discutent, où ont la possibilité, je dirais, de discuter librement le contrat ou le contenu du contrat. Les seconds, c'est-à-dire le contrat d'adhésion, sont ceux qui sont proposés en bloc par l'une des parties à l'autre, sans possibilité pour celle-ci de le discuter. D'ailleurs, dans la pratique, les contrats d'adhésion sont des contrats qui sont préimprimés à l'avance. Des contrats à prendre ou à laisser.
autrement dit imposé. On trouve ce genre de contrat surtout lorsque le contrat est proposé par un contractant qui a le monopole, qui est économiquement fort, etc. Mais si ce n'est pas toujours le cas, comme nous le verrons plus loin dans le cours, les contrats d'adhésion sont souvent comme je viens de le dire, une manifestation du déséquilibre économique des prestations. C'est le partenaire le plus fort qui en impose les termes du contrat, qui en impose les clauses. Le contractant dominé économiquement n'a que la possibilité d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et même cette possibilité lui est parfois, je dirais, refusée. Je dis même si la possibilité lui est refusée, parfois, le cas, par exemple, de l'assurance obligatoire. Là, vous arrivez chez votre agence d'assurance, il y a des clauses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le choix. Parce que c'est obligatoire, vous devez, surtout que les contrats, j'ai choisi cet exemple parce qu'aujourd'hui, les contrats d'assurance sont des contrats types. Là où vous allez, n'importe quelle agence, vous trouverez les mêmes clauses. On appelle ça, en droit des contrats, un contrat type, aqd namoudaji. Donc vous n'avez pas le choix, malgré que vous refusez. Le nombre, je peux vous dire, de contrats d'adhésion ne cesse d'augmenter aujourd'hui en raison de la concentration économique et aussi le développement, je dirais, des monopoles de droit ou de fait. Et là, je peux vous donner des exemples courants auxquels on s'affronte quotidiennement. Vous avez, par exemple, on peut considérer comme des contrats d'adhésion les contrats de transport, les contrats d'assurance, que je viens d'évoquer tout à l'heure. On peut rajouter le contrat de fourniture ou d'abonnement en eau et électricité, ou de fourniture d'eau et d'électricité. Ces contrats-là, dès que vous vous présentez pour les conclure, on vous dira il faut signer. Peut-être qu'on ne vous donnera même pas le temps de lire le contenu du contrat. Ça dépend des situations. On peut, aujourd'hui, la tendance aussi, chez la doctrine, est de considérer que le contrat de travail est aussi, le plus souvent, un contrat d'adhésion. Les clauses sont déjà préparées, sont préimprimées à l'avance. Et tout ça, donc, nous permet de dire que, en fin de compte, les contrats de gré à gré sont des contrats librement négociés, alors que les contrats d'adhésion sont des contrats imposés par un contractant qui a la possibilité d'imposer ce contrat, soit à cause de sa force économique, soit à cause de sa situation. Peut-être qu'il est seul sur le marché, ce qu'on appelle la situation du monopole. Ceci étant, qu'en est-il de l'intérêt de distinction entre ces deux contrats, les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion? La distinction contrat de gré à gré, contrat d'adhésion présente, à notre sens, deux intérêts. D'abord, en ce qui concerne l'intervention du législateur. En effet, dans les contrats de gré à gré, les contractants étant libres et discutent le contenu de leur engagement réciproque d'une manière, je dirais, libre, et les parties sont plus ou moins à l'aise. Donc,
l'intervention du législateur dans leur formation, dans la formation du contrat ne s'impose pas. Étant donné, comme on l'a répété plusieurs fois, qu'un contrat est en principe conclu selon le libre jeu de la volonté des parties. La situation est différente dans le contrat d'adhésion où cette intervention du législateur demeure nécessaire pour éviter des abus de la part du contractant économiquement fort. Et c'est dans ce cadre qu'il faut situer les textes législatifs ou réglementaires qui écartent le libre jeu de la volonté des parties, le libre jeu, si vous voulez, de l'offre et de la demande, et fixent d'autorité le contenu du contrat. Des textes qui fixent, par exemple, les prix, des textes qui fixent les responsabilités, etc. Ensuite, on peut dire que dans un souci d'assurer la protection de la personne qui signe un contrat, on s'est demandé si les tribunaux ne doivent pas adopter pour les contrats d'adhésion une méthode d'interprétation différente de celle utilisée pour le contrat de gré à gré. Pourquoi pas? Vous savez que plusieurs dispositions du DOC recommandent aux juges, dans le cadre d'un litige, ils le recommandent d'étudier cas par cas, les personnes contractantes, cas par cas. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a vu ensemble en présentiel, la méthode in concreto, qui s'oppose à la méthode in abstracto. Et la méthode in concreto recommande aux juges au Maroc d'apprécier la situation d'un contractant par rapport à son âge, par rapport à son sexe, par rapport à ses conditions de vie, par rapport aux circonstances du contrat. Et là, je vous renvoie pour ce critère à l'article 44 du DOC qui recommande aux juges, qui demande aux juges d'utiliser cette méthode pour l'appréciation de l'erreur d'un contractant, lorsqu'il signe un contrat par erreur. Je peux vous lire cet article 44. Le voilà. L'article 44 nous dit « Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause. » On peut résumer cet article en deux mots, c'est la méthode in concreto, c'est-à-dire la méthode qui prend en considération la personne du contractant, cas par cas. Deux contractants ayant conclu le même contrat, le juge n'aura pas la même réaction, peut-être il n'aura pas la même réaction avec les deux. Il y a un avec lequel le juge va peut-être accorder l'annulation ou sanctionner ou pas sanctionner, et l'autre, c'est le contraire. C'est en fonction des critères ou des paramètres que l'article 44, d'ailleurs, c'est pas que dans cet article, dans beaucoup d'articles, d'autres articles du DOC, on recommande aux tribunaux au Maroc, notamment le juge, d'apprécier ou d'utiliser la méthode in concreto, c'est-à-dire contractant par contractant, deux contractants ayant conclu le même contrat, mais bien sûr, on pourra avoir des jugements différents. Donc voilà, c'est pourquoi on a dit pourquoi pas ne pas permettre aux juges aussi qui doivent adopter la même méthode pour les contrats d'adhésion. Il faut qu'ils adoptent une méthode d'interprétation différente
de celles conclues pour les contrats de gré à gré, parce que ce sont des contrats imposés. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la classification des contrats de gré à gré et les contrats, l'opposition des contrats de gré à gré et le contrat d'adhésion. Et comme ça, on a terminé la première section relative à la classification des contrats d'après leur mode de formation. Je rappelle, il y a deux niveaux, deux aspects. Le premier aspect, le premier volet, on a distingué les contrats consensuels et les contrats non consensuels. Et le deuxième aspect, au deuxième volet, on a distingué le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Maintenant, deuxième classification des contrats,